peut-être on aura des centres référents dans l'avenir. Tant que tu as le micro, pourquoi il est important de faire le diagnostic génétique dans les amyloses à transthyrétine? Ah, oui, donc le problème qu'on a en France, mais qui est global, hein, c'est que le cardiologue, quand on commence à rechercher les amyloses, dans les cardiologues privés hein, autour de Mondor, qui sont nos référents, ils en sont à plus de 10 amyloses par cabinet. Donc, clairement, c'est-à-dire par cardiologue qui travaille, et ils nous ont adressé 10 amyloses. Donc, et c'est ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire que quand on les prend en considération, les patients sont là. Et effectivement, c'est souvent des patients âgés pour les amyloses à transthyrétine. Très vite, on va dire, il est âgé, c'est une amylose à transthyrétine sénile. Non, en fait, on ne peut pas faire le diagnostic d'amylose à transthyrétine sénile si on n'a pas fait le test génétique. Et la prise en charge génétique va concerner la famille, c'est-à-dire que le patient, il a des frères et des sœurs, il a des enfants, et il faut faire une prise en charge globale. Ce qu'on voit fréquemment à Mondor, c'est que les patients arrivent, en fait, et malheureusement, sont souvent diagnostiqués trop tardivement, parce qu'il faut que le phénotype soit vraiment évident pour qu'on arrive au diagnostic. Mais maintenant qu'on a des traitements, on peut traiter les enfants et les frères et sœurs beaucoup plus rapidement, en fait. Et comme c'est une transmission autosomique dominante, il y a 50% de la famille qui est porteur de la mutation. Donc, le test génétique, il est vraiment fondamental. J'espère qu'au Maroc, vous pouvez avoir accès. Il faut sûrement qu'on s'organise pour vous aider là-dessus. Mais il va falloir le développer. Et c'est ce qu'on essaye maintenant en France. C'est un séquençage très court du gène. On a le résultat en 1-3 mois. Ça coûte beaucoup moins cher que le NGS, etc. À condition, bien sûr, et la rentabilité est élevée, à condition que l'on soit sûr du diagnostic, bien sûr, d'amylose dès le départ. Très bien. Si vous permettez, on va faire les questions à tour de rôle, d'accord? Et donc, pour Adil, Dr Moussafir qui te pose une question. Les troubles du rythme, seuls sur cœur normal, dans ta pratique, parce qu'il donne tes chocs cardiogéniques. Ah, mais bien sûr. Vous m'entendez? Oui, il écrit 20%. Oui, bien sûr, les troubles du rythme. On voit d'ailleurs dans le French Shock cette notion de redistribution des étiologies du choc cardiogénique. Et il apparaît clairement que les troubles du rythme à l'étage atrial ou ventriculaire, ensemble, font 30%, pèsent 30% d'étiologie pourvoyeuse de choc cardiogénique. Et bien entendu, nous voyons ça tous les jours. Nous voyons les patients arriver avec 20 fréquences cardiaques en choc cardiogénique, il faut les baisser. Nous voyons des malades en FA, en FA avec hypotension artérielle, ils sont en choc cardiogénique, il faut faire une cardioversion, il faut les choquer. Voilà, donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut sortir du dogme du choc cardiogénique égale cardiopathie ischémique. Il y a tout autre chose à côté. Merci. Dania, en dehors de l'hyperio, tu ne nous as pas parlé des autres médicaments qui réduisent la mortalité. Est-ce que ipso facto, ils améliorent la qualité de vie? Alors, c'est vrai que je suis passée rapidement parce que je n'avais pas beaucoup de temps et on allait écouter probablement ça. Et comme je vous disais, les bêta-bloquants, par exemple, c'est vraiment une révolution dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Ça améliore de façon étonnante la survie, la morbidité, la mortalité, les hospitalisations. Donc, c'est un très, très bon médicament. Mais comme je te l'ai montré, à part le carvedilol qui montrait au début une légère amélioration de la qualité de vie, eh bien, les patients l'arrêtent finalement. Ils te le cachent même, ils te le disent au bout d'un moment que finalement, ils ne le prennent plus et ils le cachent parce qu'ils savent qu'on aime ce médicament. Donc ça, c'est un traitement, par exemple, typique où la qualité de vie est quasiment altérée. Les IEC, je vous ai montré quelques études aussi, ça améliore la qualité de vie parce que ça a été comparé au placebo. Quand ils étaient comparés au traitement actif, on voit que finalement, comme par exemple le pério, ça améliore pas du tout. Les patients qui étaient à forte dose de enalapril, et ben non seulement ils ne s'amélioraient pas, mais en plus certains d'eux se dégradaient. Les ARA2, aucun effet, ça on l'a vu. Alors ils baissent la tension artérielle, bien sûr, ils améliorent les symptômes de l'insuffisance cardiaque, on va dire. Pas par le patient, on le voit, le patient ne le perçoit pas du tout. C'est comme exactement les statines, on sait que ça les améliore, mais eux, ils ne sentent rien. Donc, l'idée d'avoir un traitement comme la CRT, par exemple, quand il y a une resynchronisation et que ce cœur qui est désynchronisé se remet, les patients, eux, le sentent. Ça, ils le sentent et ils vous disent, voilà, je me sens mieux, je marche mieux, je vis mieux. Et ils ont automatiquement leur qualité reliée à la maladie qui est améliorée. Et ça a été prouvé, quel que soit le test utilisé et quel que soit le questionnaire. Le pério, pourquoi en fait
fait, il améliore. C'est parce qu'il y a ce stress qui se trouve dans l'oreillette gauche, ce BNP qui était très, très augmenté, ces pressions de remplissage, il y a une action immédiate. Et ça, on l'a vu à l'échographie, on voit que l'HTAP diminue, elle s'améliore, on voit que, je vous ai montré toutes ces courbes, toutes elles se ressemblent, quel que soit le malade, j'ai fait des screenshots, vous avez vu, j'ai pris des screenshots de tous ces malades, et c'est corrélé vraiment à la baisse de ce BNP qui se baladait dans le cas. Donc, il y a aussi l'effet sur la mortalité via d'autres phénomènes antifibrotiques, anti-apoptotiques, mais aussi il y a ce phénomène immédiat sur l'hémodynamique. Thibaut, à quel stade de l'amylose cardiaque le traitement n'est plus efficace? C'est une question du docteur Abdali. C'est une très bonne question. C'est évidemment, tout dépend du type d'amylose. Dans l'amylose AL, quand le stade est tardif, on peut arriver à 90% de mortalité en un mois. Le problème, c'est que des patients, il est difficile de juger de la réponse hématologique et de la réponse cardiologique. Et on a des patients qui sont super répondeurs. Et je vous avoue que dans notre équipe, on a enterré souvent quelques patients en disant non, là, c'est trop grave, on ne va pas mettre la chimio. Puis finalement, on cède parce que leur âge, il faut faire quelque chose. Et on a été surpris de voir que ces patients répondent. Donc, dans les amyloses AL, si on n'essaye pas un traitement, bah, évidemment, on n'y arrivera pas. Mais il faut savoir effectivement arrêter le traitement quand on voit qu'il n'y a plus aucun espoir et que les choses ne s'améliorent pas. Dans l'amylose à transthyrétine, c'est pareil, effectivement. Là, l'objectif n'est peut-être pas de sauver les patients, mais le tafamidis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stabiliser en fait la maladie et éviter en fait le processus d'infiltration de continuer. Ce qu'il faut bien voir dans l'amylose à transthyrétine, c'est que sa fabrication de cette fibrille, elle est continue et exponentielle. C'est-à-dire que les fibrilles vont infiltrer le cœur, mais les fibrilles vont se diviser en deux et vont repousser. C'est un phénomène qui est dynamique et exponentiel. Donc une fibrille donne 2 fibrilles, 2 en donnent 4, 4 en donnent 8, 8 en donnent 16. Il est un peu tard pour faire tous ces calculs, mais voyez que c'est exponentiel. Et donc le traitement ne va pas forcément, comme l'a dit et montré Dania, avec l'Entresto, va être révolutionnaire et va donner 9 ans de moins. Mais là, on est dans une pathologie qui est extrêmement rapidement progressive. Et déjà, rien que stabiliser le processus, c'est déjà quelque chose. Alors après, ce qu'a démontré Atrax, c'est amélioration de la survie de 30%, diminution des décompensations de 32%. On voit donc que c'est un traitement dans l'FPF, puisque dans les amyloses, on a cette notion d'FPF, cardiopathie restrictive, etc. C'est le seul traitement qui existe, qui marche en fait. Voilà. Mais on ne peut pas… Voilà. Donc, si vous l'avez en accès, comme en France, on traite tous les patients. Quand ils sont en stade 4, évidemment de la NYHA, dans un lit ascitique, est-ce que ça vaut le coup de déclencher un tel traitement? Là, évidemment, probablement non, l'histoire est dépassée et vu le coût du médicament, ça semble non justifié. Merci. Adil, il y a quelques années, on recommandait de transférer tout choc cardiogénique quasiment dans une structure où il y a une assistance mécanique avant que ça décompense. Est-ce qu'actuellement, ça vaut la peine de transférer tous les chocs cardiogéniques en dehors des cas d'ischémique de l'infarctus du myocarde où on va faire une revascularisation ou bien un traitement curatif? Moi, je pense qu'il faut, ce qui doit être fait en urgence, il faut qu'il soit fait sur place. Un choc cardiogénique secondaire à un infarctus du myocarde, il faut bien sûr ouvrir l'artère coupable le plus vite possible, donc il y aura de question de le transférer, il faut le faire immédiatement. Je parle des cas où il n'y a pas de traitement d'urgence étiologique. Alors, dans les cas où il n'y a pas de traitement étiologique, il faut le déplacer pour l'assistance mécanique. Pour l'assistance mécanique, le déplacement risque d'être scabreux. Il faudrait que l'assistance mécanique se déplace vers le malade en réalité. Et qu'elle puisse à ce moment-là ramener le patient assisté dans le centre où on fait ce type de traitement. Mais il ne faut pas envoyer le malade dans une ambulance médicalisée ou pas au risque du péril de sa vie. C'est l'assistance qui se déplace vers le malade. Très bien. Dania? Yes, présente. Différence entre la perception de bonne qualité de vie entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y en a? Et entre les jeunes et les vieux?
Alors, oui, j'ai allé très très vite à la fin. Je disais qu'il faudrait peut-être des questionnaires. En fait, ce qu'on a l'impression, j'avais lu quelque chose là-dessus, j'ai pas eu le temps de préparer des diapos, c'est que la perception de la qualité de vie, mais ça, bon, c'est quelque chose d'intuitif. On sait très bien que les femmes se plaignent plus, elles font plus de dépression, et quand elles sont contentes, elles le montrent plus que les hommes. Donc, il y a beaucoup de différences déjà dans la perception de la maladie et dans la manifestation de la maladie. Ce qui est reconnu, et on l'a vu en Paragon, c'est qu'elles répondent au traitement, bien sûr, mais leur qualité de vie reste quand même altérée. Elles continuent à se plaindre, à avoir une certaine dépression et elles traînent un petit peu le truc par rapport aux hommes. Donc, ça mérite un peu plus de rentrer plus dans les détails parce que, bon, vous allez me dire, bah, toutes les femmes ne sont pas pareilles, etc. Ça, c'est clair. Mais il faudrait des études solides pour pouvoir comparer, faire un questionnaire pour les femmes et les hommes et pouvoir être un peu plus scientifique, un peu plus méthodologique. Mais généralement, la qualité de vie est toujours perçue moins bien chez les femmes que chez les hommes. Un homme, vous savez, hein, il est content rapidement, hein, il se contente de rien du tout. Une femme, il faut toujours qu'on lui répète, qu'on lui dise des choses, etc. Enfin, vous savez le détail. Il y a quelqu'un qui a écrit que tu leur as fait découvrir un effet secondaire de l'Hyperio. Il va les encourager à la polygamie. Ah, écoute, moi, c'est la vérité. Hein, je te dis ce que les patients me disent. Parce que ici, franchement, leur rêve, je pense que c'est culturel parce que je pense qu'ils ont vécu avec ça, ils ont vu leurs parents. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une interdiction formelle comme dans les autres pays musulmans. Il n'y a pas un truc, la femme est au courant d'ailleurs, hein, elle l'accepte. Moi, je vois souvent deux femmes qui viennent avec l'homme pour faire l'échographie. Et je suis toujours du côté de la femme, la première, la pauvre. Bon, elle m'aime beaucoup pour ça. Et elles viennent ensemble. Et puis, l'un qui parle, l'autre qui est un peu plus, vous voyez, il y en a souvent 3 ou 4, mais bon, je ne vois pas les 4. Hein. Mais généralement, c'est un incentive. Ils veulent être guéris. Il y a même, j'ai vu des papis de 75 ans qui me demandent, docteur, vous êtes de l'extérieur, vous pouvez mieux accepter ma question, est-ce que vous pensez que je peux le prendre, est-ce que je peux me remarier, etc. Alors qu'il y a son fils qui a 30 ans qui est à côté de lui. Hein. Je ne raconte pas des conneries, c'est la vérité. Il y a son fils qui est à côté, son petit-fils, il est en train de me demander s'il peut se remarier à 75 ans. Alors… L'activité sexuelle est très importante dans la qualité de la vie. J'avais préparé une question, mais on laissera pour une autre fois. Thibaut, tu as une expérience extraordinaire avec le Tamifidus et le Tafamidis. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les résultats dans la vraie vie et puis les effets indésirables? Il n'est pas là. Si. Active le micro. Thibaut, active le micro. Thibaut, tu as entendu la question? Non, excusez-moi, là, ça a coupé. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vous entendais plus du tout. J'ai des problèmes de… Je disais que tu as une grande expérience dans la prescription du Tafamidis actuellement. Quels sont les résultats ou ton impression dans les résultats dans la vraie vie et puis sur les effets indésirables aussi? Ouais. Alors, effectivement, on a, par l'activité du centre, eu la possibilité de voir, enfin, de traiter beaucoup de patients. Actuellement, on a 400 patients traités sous Tafamidis et on continue d'en traiter. Enfin, s'il n'y a pas eu le Covid, on serait sûrement plus que ça. Et donc, on évalue les patients tous les 6 mois systématiquement par des tests, etc. Donc, juste pour vous dire un exemple, hein, dans ATTRACT, dans l'essai qui a démontré l'intérêt du Tafamidis, il y a eu à peu près 400 patients inclus et 260 traités et le reste sous placebo. Donc, on a dépassé en très peu de temps le nombre de patients traités par rapport au même essai. Alors, ce qu'on voit clairement, bah oui, effectivement, ça stabilise la maladie. On est à plus d'1 an maintenant de recul sur certains patients. Ça stabilise la maladie. Les patients sont toujours là, ils ne sont pas réhospitalisés pour décompensation cardiaque, ils meurent moins. Et certains, là, au bout d'1 an, commencent à diminuer leur NT-proBNP. Voilà. Donc ça avait été quand même montré par ATTRACT. Donc dans ATTRACT, qui était aussi notre vraie vie, puisqu'on a eu 30 patients inclus dans notre centre sur les 400, à la fin de l'étude ATTRACT, tous les patients qui étaient sous placebo quand ils ont cassé l'aveugle, hein, parce que c'était une étude en double aveugle, tous les patients en placebo dans notre centre étaient morts. Tous. L'étude a duré 30 mois. Hein. Et ceux qui étaient sous-traités, une partie était malheureusement décédée, mais la plupart étaient vivants. Et ceux qui sont toujours sous traitement, dans le cadre d'ATTRACT, puisqu'on continue à les traiter dans une phase d'extension, sont toujours en vie. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce médicament marche, mais évidemment sur des sujets âgés avec des pathologies évoluées,
ils ne vont pas retrouver leurs 20 ans, quoi. Voilà. Donc, le message, c'est qu'il y a un traitement, ça marche en vraie vie. Et ces patients sont stabilisés et pour certains, maintenant, commencent à être améliorés. Mais il faut du temps pour que ça marche. C'est-à-dire, dans un tract, il fallait attendre 18 mois et c'est ce qu'on voit pour avoir les courbes de mortalité qui se divisent. Et là, à 1 an, on commence à voir les améliorations sur l'ENT-proBNP de manière objective. Très bien. Adil, une question. Dans l'œdème pulmonaire, qui est sans signe de choc clinique, sans signe d'état de choc, et qui est réfractaire au diurétique, est-ce qu'il y a une place pour les inotropes positifs à courte durée pour améliorer la diurèse et améliorer le débit rénal, la diurèse et donc les symptômes, la congestion? Je crois qu'il faut d'abord essayer de relancer la diurèse coûte que coûte. Il faut se donner tous les moyens pour cela et ne pas hésiter à monter très fort en dose de diurétique. Parfois, ça transforme une insuffisance rénale oligo-anurique en une insuffisance rénale à diurèse conservée. Quand on arrive à des fortes doses de diurétique, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Après, si le malade est toujours en oligo-anurie, il faut voir les données de l'échographie. Est-ce qu'il y a une fonction inotrope, est-ce que le patient a besoin d'inotrope ou pas, et si effectivement il a une dysfonction ventriculaire gauche sévère, ça vaut le coup effectivement d'introduire un inotrope pour pouvoir essayer d'avoir une drive pressure un peu plus importante et perfuser le rein de manière un peu plus substantielle. On peut tenter ça, mais sous strict contrôle de l'échographie. Très bien, merci. Daniel, est-ce qu'il y a une différence entre l'amélioration de la qualité de vie entre l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et altérée? Micro, Dania. Alors, j'ai pas beaucoup vu d'études sur la HFpEF. En fait, ils ont fait une sous-analyse dans le Paragon. Et alors, je ne sais pas si je peux, je vais juste sharer mon screen. C'est plus important parce que je ne m'en souviens pas de tous les détails. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, si vous permettez. Donc là, ici, donc en fait, il y a eu cette étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui nous dit que finalement la qualité de vie est aussi altérée, le même niveau d'altération dans les HFpEF et les HFrEF. Les gens, on peut toujours penser que c'est plus dans les HFrEF. Ça, c'est ce qu'on aurait pensé. Mais en réalité, c'est la même chose. Voilà, elle est là. Alors, pour moi, je l'ai résumée parce qu'elle est en anglais, en fait. Donc, voilà. Alors, j'ai les patients, voilà, ça c'est le résumé de l'étude. On voit que finalement, la qualité de vie chez les HFpEF, ils ont une qualité de vie plus altérée, probablement parce qu'ils sont aussi plus vieux que les patients avec HFrEF. Il y avait une différence importante régionale dans différents pays. Et puis, les prédicteurs les plus fréquents de l'altération de cette qualité de vie dans les HFpEF, c'était le fait d'être femme, comme je vous ai dit, la région, la NKH qui est souvent plus importante chez ces patients, le fait d'être obèse, vous savez que dans les HFpEF, il y a beaucoup d'obésité, le fait d'avoir une COPD, bref, l'anémie, tous les éléments qui sont en fait autour de cette pathologie qui s'appelle le HFpEF. Et les variables qui étaient prédictifs de qualité de vie qui est altérée étaient les mêmes que dans les HFrEF, excepté de ce que je vous ai dit. Et tous les niveaux en fait de niveau social, niveau physique, etc. étaient aussi bien altérés. Donc finalement, c'est quasiment la même chose, c'est la même maladie, sauf que c'est peut-être une différence un petit peu dans le sexe. Une question du docteur Abdali pour Thibaut. Quel est le meilleur examen pour savoir si les oreillettes dilatées sans ou avec dépôt d'amyloïdes? Ça, c'est une très bonne question. Alors, le meilleur examen pour voir si les oreillettes sont hypertrophiées, sont infiltrées, c'est, je pense, l'IRM cardiaque, tout en sachant que la résolution de l'IRM cardiaque pour l'analyse des parois atriales est quand même complexe. Et pour la fonction ventriculaire, c'est probablement le strain atrial. Alors, c'est Dania qui est l'experte échographique, donc c'est plutôt à elle de répondre à cette question, tout en sachant quand même que ça prend du temps de mesurer ça. Il faut être passionné, je pense, par l'échographie. Dans notre expérience, ça marche dans les amyloses, mais c'est quand même complexe à mettre en routine classique dans une évaluation échocardiographique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dania. Toi, tu as des appareils fantastiques, hein, mais sur des appareils de base, c'est quand même plus compliqué, quoi.
Alors, je suis d'accord avec toi, l'analyse du strain est difficile. On dit en anglais time consuming, ça prend du temps. Ceci dit, on avait fait une étude à l'époque en 2016 et on a vu que finalement, rajouter du strain en 3D, si vous avez, maintenant, je pense que toutes les machines ont 3D et même le nouveau Philips maintenant, pour les praticiens qui sont cliniciens en pratique privée, ils peuvent le faire. Nous, à l'époque, on l'a fait avec le Toshiba, mais ça se fait avec toutes les machines. Le strain de l'oreillette est très rapide avec le nouveau logiciel. Je pense qu'Eric vous en a parlé l'autre jour. Vous faites le VG, le VD et l'oreillette gauche en même temps. Vous avez une acquisition et vous avez tous les strains, vous avez quasiment plus à bouger. Alors, ce qu'on avait montré qu'effectivement, pour répondre à la question de dépôt d'amylose, oui, plus il y a de dépôt d'amylose qu'on voit par la fibrose qui est constatée par l'IRM, plus c'est corrélé à la dysfonction atriale par le strain. Ça a été démontré. On avait publié ce papier. D'ailleurs, Thibaut était co-auteur dans l'European Journal Cardiovascular Imaging en 2017. On a fait une corrélation entre les dépôts d'amyloïdes par IRM et la dysfonction atriale par strain. Donc, il y a sûrement une... Et ça a été indépendant de la taille de l'oreillette gauche parce que finalement, tous ces patients, ils avaient un stade myoclinique élevé, donc ils avaient des pressions de remplissage augmentées. La seule différence, c'était le degré de dépôt d'amylose dans les oreillettes. Et puis, vous voyez l'épaisseur du septum interatrial qui était plus important, plus de 4 mm. Question de Khalil Mounir pour Adil. Oui. Y a-t-il un moyen pour guider précisément le remplissage vasculaire qui reste un vrai challenge chez les patients en choc cardiogénique? L'échographie est un très bon moyen de mesurer les pressions de remplissage, droite et gauche. Et puis, il y a le test de remplissage. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette possibilité. Le lever de jambe, il me semble que c'est quelque chose de très intéressant et de facile à faire. Et quand on gagne 10 points sur la pression artérielle par un simple lever de jambe, ça veut dire qu'il y a de l'hypovolémie et qu'il faut traiter. Et hormis cela, bien sûr, quand on peut mettre une sonde de soins de gland, c'est qu'on peut avoir la pression capillaire pulmonaire et la pression artérielle pulmonaire, surtout dans les situations d'HTAP et de dysfonction droite. Je pense qu'il ne faut pas se priver de cet instrument. Très bien. Il y a encore des questions. Juste une question pour Saïd. À quelle heure on doit arrêter? Parce qu'il est presque minuit chez Dania et 23h chez… C'est extrêmement passionnant ce qu'on est en train de vivre. Écoute, on peut se donner… il est… Hein? On se donne 2 questions chacun. Allez. Il reste 7 minutes pour minuit, donc c'est bon. C'est bon, ça va. On est encore dans les temps. Alors, Dania, est-ce que les antidépresseurs, ça améliore la qualité de vie? Est-ce que ça améliore la morbidité de l'insuffisance cardiaque? Alors, il me semble que Claire, elle est psychiatre. Non, c'est pas Claire qui est psychiatre. Si, elle est psychiatre. Oui, elle est psychiatre. Il me semble qu'elle était psychiatre. Voilà, excuse-moi, Thibaut, pour ce lapsus. Ça ne dort pas. Et en fait, il y a eu pas mal de… Est-ce que tu peux répondre à la question, Claire? Est-ce que le traitement antidépresseur, je pose la question à une amie. Est-ce que le traitement antidépresseur augmente? Déjà, il y a des contre-indications dans le cadre des tricycliques qui allongent la conduction auriculo-ventriculaire. Donc, vous devez faire attention à ça. Et puis, on dirait que c'est plutôt la dépression qui augmente la morbidité cardiaque par le stress qu'elle crée. Voilà. Absolument. Voilà, plus que de dire que, au contraire, c'est l'inverse. C'est qu'un antidépresseur, en dehors des tricycliques, il faut faire attention. Sinon, alors, pour reprendre… Est-ce qu'un traitement antidépresseur pourrait améliorer la morbidité cardiaque? Est-ce que le fait de rajouter un antidépresseur à un traitement optimal de l'insuffisance cardiaque pourrait apporter un plus? Est-ce qu'il peut être à l'origine de moins d'hospitalisation, de moins de cas de décompensation, etc. Moi, je suis persuadée, parce que c'est un effet, ça va diminuer la fréquence cardiaque, ça va améliorer tout un tas de paramètres, ça c'est sûr. Je crois que ça n'a pas été… Mais, enfin, je parle du point de vue psychiatrique. On va avoir des problèmes de couple ce soir. Ça n'a pas été démontré. Alors, juste, je voudrais rajouter quelque chose à ce que Claire a dit. Elle a tout à fait raison. En fait, le fait de donner un traitement antidépresseur, si le diagnostic de dépression est fait, pas d'angoisse ou des choses liées à la maladie, quand on il y a des critères, je pense que Claire vous le dira un jour, il y a des critères précis de dépression. Et si on arrive à traiter cette dépression, c'est-à-dire la perte de l'élan vital, les idées suicidaires, et bien le patient, il va prendre son traitement à nouveau. Il ne veut pas vouloir se suicider et arrêter son traitement. Il va être compliant. Il va aller à ses rendez-vous. Parce que moi, j'en ai eu aussi une patiente qui fait ça. Elle est totalement dépressive, mais comme c'est interdit
dans la religion de dire qu'on est dépressif, ben, ils ne le disent pas. Et ben, moi, j'ai découvert qu'elle était déprimée, elle ne prenait pas son traitement. Et quand on lui a donné ben, les Zoloft et l'équivalent, etc., et ben, cette patiente, elle est revenue, elle a envie de se faire traiter, elle a envie d'arrêter les hospitalisations et elle a repris un petit peu cette envie de lutter pour la vie. Donc, je pense que ça, c'est un paramètre. Si on arrive à reprendre cet élan vital, je pense que les patients insuffisants cardiaques, ils vont lutter plus pour la vie, comme tous les cancers. D'ailleurs, les patients cancéreux, le traitement de la dépression améliore le pronostic du cancer. Et ils vont reprendre une activité physique aussi, non? Absolument. Et l'activité physique est fortement corrélée à la qualité de vie, comme je vous l'ai dit dans Action Trial. Il a été démontré que le traitement de la dépression cardiaque chez le patient cardiaque améliore le pronostic cardiovasculaire. Ils sont déprimés parce que je te dis, il faut vraiment faire le diagnostic de dépression. S'ils sont déprimés ou alors une névrotique ou une… Non, il faut qu'il y ait des critères précis comme tous les diagnostics. C'est pas une médecine arbitraire. Il y a un diagnostic de dépression, il y a 1, 2, 3, 4, 5, je m'en souviens plus des critères, mais il y a des critères dont un, c'est la perte de l'élan. Les gens restent au lit, ils ne veulent plus rien faire, ils ne veulent plus se battre, ils baissent les bras et ça y est, Inch'Allah, Alhamdulillah, et ça y est. Eh ben, il faut arrêter ce cercle vicieux. Voilà. Et le seul moyen, c'est de prendre des SSRI pour pouvoir remonter un peu la pente. Au début, pas la première semaine, mais après, les SSRI montent la pente un peu des gens. Et bien sûr, il faut prendre les anxiolytiques en même temps pour qu'ils n'aillent pas se suicider. Ils remontent la pente et ils vont se jeter par la fenêtre. Donc, il faut prendre les deux. Moi, je ne suis pas psychiatre, mais je sais qu'il faut faire les deux au début pour pouvoir reprendre cette vie, reprendre l'alimentation, reprendre l'appétit, etc., etc. Donc, tout est lié. Moi, je suis convaincue de ça. Thibaut, est-ce qu'il existe des signes en imagerie IRM surtout pour différencier l'amylose à transthyrétine et amylose AL? Est-ce que vous avez des cas d'amylose confirmés avec IRM normal? Alors, c'est une très bonne question, ça. Donc, on a des éléments comme à l'échographie qui vont nous suggérer un type d'amylose. Il est impossible, de mon expérience, avec certitude, de pouvoir différencier avec une IRM un type de amylose. Avec beaucoup d'expérience, on en voit tellement, on dit « Ah là, ça ressemble plus à une transthyrétine parce que le myocarde va être plus hypertrophié, etc. » Alors que dans l'amylose AL, il va être moins hypertrophié. Mais les valves vont être plus épaissies dans l'amylose à transthyrétine. Il y aura plus d'épanchement péricardique dans l'amylose AL. Mais en fait, en pratique, l'IRM ne permet pas de faire un diagnostic étiologique. Voilà. Le diagnostic étiologique en imagerie multimodalité, il revient plus à la scintigraphie à condition qu'on a éliminé la gammapathie. Voilà. Donc, là, ça… Oui. Vas-y, non, je t'en prie. Après, la deuxième partie de la question, c'était… Hassan, rappelle-moi. Comment? C'était l'IRM parce que j'étais en train de regarder les autres questions, excuse-moi. Oui, tu avais dit qu'il y avait deux parties à la question. Il y avait est-ce que l'IRM permet de faire la différence entre les deux? Et après? Et après, j'ai oublié. Et j'ai supprimé la question. Bon, ouais. J'étais en train de voir les autres questions qui viennent. C'est pas grave. Ça aide. Je peux rajouter quelque chose pour la différenciation. Je pense que Thibaut peut me corriger. En fait, il y a le travail de Fontana qui dit que le TIA mapping est beaucoup plus élevé dans les TTR que dans les AL. Est-ce que c'est un moyen pour toi que tu dis, bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'on n'a pas le TIA mapping. Non, le TIA mapping, honnêtement, Maria Fontana, donc, qui est au NAC, au National Amyloid Disease Center à Londres, et qui voit aussi beaucoup d'amylose, fait beaucoup d'études sur l'IRM. Et donc, vend bien sûr sa technique, hein, qui est évidemment très intéressante, moins que l'écho dernière, bien sûr. Mais voilà, vous êtes sur des paramètres où il y a une répartition des points. Quand on regarde les nommages de points, ils sont quand même bien répartis, assez largement répartis. Il y a des chevauchements. Donc, quand on a le patient en face avec un TIA mapping augmenté ou autre, effectivement, dans moyenne, vous allez avoir… Vous pouvez dire c'est ça ou ça comme amylose, mais en fait, en pratique, c'est impossible puisqu'il y a un mélange des nuages de points. La deuxième question, elle me revient, c'est est-ce qu'on peut avoir des amyloses avec des IRM normales, cardiaques? Et ben, la réponse est malheureusement oui. Pourquoi? Parce que l'infiltration, elle va toucher en fait toutes les tuniques cardiaques. Donc, on a décrit un cas, par exemple, d'une amylose péricardique pure, sans atteinte myocardique. C'est-à-dire que les dépôts d'amylose, peuvent se mettre sur les valves uniquement, sur le tissu électrique, sur le péricarde, un petit peu de tout, ou que les coronaires, par exemple, sans toucher le reste. Et donc, évidemment, l'IRM va être pathognomonique d'une amylose quand l'infiltrat prédomine au niveau de l'interstitium myocardique avec un épaississement du myocarde, avec l'augmentation du volume extracellulaire, etc.
Et si donc cette amylose va toucher les autres tuniques cardiaques, le péricarde, les tissus conductifs, etc., c'est bien une amylose cardiaque, hein, mais pour autant, l'IRM est normal. Donc, vous voyez, la problématique, c'est quelle est la définition d'une amylose cardiaque. C'est ce sur quoi on est en train d'avancer dans le centre pour dire, eh ben, il nous faut une définition d'une amylose cardiaque. Une amylose cardiaque, ce n'est pas qu'une amylose uniquement interstitielle du myocarde, et les autres tuniques peuvent être touchées. Très bien. Une question de Saad Soulami pour Adil. Comment gérer la situation au Maroc des patients ayant une cardiomyopathie dilatée terminale arrivée au stade d'insuffisance cardiaque globale à prédominance droite avec acide, OMI, anurie qui résiste au tonique cardiaque classique d'Aubune, Oradré avec anurie et aggravation de la fonction rénale qui pousse à la dialyse? Y a-t-il une place à l'hémofiltration? Question de Saad Soulami. Oui, bien sûr, quand ils sont en anasarque, ça vaut le coup de les dépêter un petit peu, mais ça ne va pas régler le problème. Ça va prolonger le patient en milieu de réanimation, il sera en vie, mais ça ne va pas régler le problème de la dysfonction ventriculaire droite. Il faut trouver une solution pour la dysfonction ventriculaire droite. Si on a épuisé tous les moyens, ben, il ne reste plus que l'assistance circulatoire. Et à ce moment-là, bien sûr, si on a une ECMO à mettre en place, le mieux, ça serait une Impella droite, veine cave inférieure, artère pulmonaire, mais si on ne peut pas avoir l'Impella droite, à ce moment-là, une ECMO pour perfuser les organes, retrouver une situation de stabilité et ensuite réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce ventricule droit. Est-ce qu'on peut l'inscrire dans un registre de transplantation cardiaque? Est-ce qu'on peut l'inscrire dans un registre de greffe cœur-poumon, puisqu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire manifeste? Donc, on est un peu bloqué. Voilà. C'est une situation un peu difficile. Très bien. Dania, place de l'entraînement physique pour les gens qui ne peuvent pas se faire suivre dans un centre spécialisé. Et faut-il adapter l'activité physique en fonction de la FEVG? Alors, c'est sûr que la réadaptation cardiaque, c'est une classe 1 recommandation dans tous les pays. Ça a été prouvé, classe 1, c'est-à-dire qu'il faut le faire et ça améliore la survie des gens. Donc, réadapter les gens qui sont en insuffisance cardiaque, ça améliore leur VO2 max, ça améliore leur capacité fonctionnelle et donc, il faut le faire. Ça, c'est clair. Maintenant, il n'y a pas de corrélation. De ce que je sais, il n'y a pas de corrélation directe entre cette VO2 max et l'amélioration après entraînement et la fraction d'éjection. Donc, adapter, non, puisqu'on voit des gens qui ont une fraction d'éjection à 20%, qui ont un stroke volume, un volume d'éjection qui est préservé, et avec des VG très dilatés d'ailleurs, et on voit qu'ils arrivent quand même à avoir un stroke volume avec une ITV autour de 10, 11, 12, avec un stroke volume à 60. Par contre, on peut à l'inverse voir des gens avec une fraction d'éjection à 40, mais avec une ITV plus basse. Donc, il n'y a pas vraiment une corrélation directe ou significative entre ce que le cœur peut faire, le VO2 max que le patient peut faire. On est souvent très, très surpris. D'ailleurs, je regarde souvent les patients quand ils ont 20%, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a été toujours un mystère. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est la fraction d'éjection qui est mal mesurée? Est-ce qu'on surestime, on sous-estime? Souvent, on surestime, on dit que c'est 10%, mais en fait, c'est 20. Quand c'est 20, c'est 30. Ça, c'est aussi, ça joue un rôle et ça, je pense que ça a été dit. Maintenant, quand on n'a pas de centre de réadaptation, ben, il faut s'en créer un. Il faut essayer de trouver, je suis médecin, j'ai une cervelle, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de centre cardiaque dans mon pays, je suis cardiologue, je vais leur expliquer aux patients que tu vas écrire sur un papier exactement comme un régime. Ben, tu vas te lever le matin, tu vas faire une petite gymnastique avec YouTube à la télé, je pense qu'ils ont YouTube quand même, hein. Tu prends YouTube comme coaching comme on a fait ici pendant le confinement, truc léger, walk, 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 ils appellent le programme walk, walk, walk en anglais, c'est marche, 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 ou alors un programme avec des petits exercices. Alors c'est sûr qu'au début, le patient va avoir peur puisqu'il n'a pas de surveillance, il faut le rassurer, faire au début avec lui une épreuve d'effort dans votre cadre, faire lui épreuve d'effort, lui montrer qu'il n'a pas besoin de monter jusqu'à 85% de la FMT, que 65% c'est suffisant, lui donner quelques paramètres et lui dire que le fait que tu aies une insuffisance cardiaque, le fait de l'exercice, ça ne va pas le tuer, mais au contraire, ça va l'améliorer. S'il est convaincu de ça, il va le faire. Voilà. Et je pense qu'il peut tout à fait le faire en dehors d'un centre de réexercice, à condition que ça soit régulier, pas 60 minutes, 20 minutes par jour, c'est suffisant, ou 30 minutes comme les recommandations moderate ou mild intensity. Très bien. Thibaut, est-ce qu'il suffit d'être porteur du gène d'amylose TTR pour commencer le traitement par tafamidis, ou bien est-ce qu'il faut attendre de déclarer l'atteinte cardiaque? Alors, oui, il faut effectivement attendre d'être symptomatique, hein, puisque lorsqu'on développe dans les formes cardiaques cette maladie, on va avoir entre 50 et 70 ans au moment des premiers signes, quand on développe la maladie. Donc, quand on va gérer les enfants de ces patients,
Les patients sont dépistés souvent entre 70 et 80 ans hein, dans les amyloses héréditaires. Vous voyez quand même l'âge de ces patients, c'est-à-dire que c'est quand même une maladie héréditaire, mais quand nous, les cardiologues, on va arriver à faire le diagnostic, ils auront 70 à 80 ans. Donc, quand on voit les enfants de ces patients, ils ont 40 ans, 50 ans. Et donc, on va faire le conseil génétique, on va trouver la mutation et on va lancer à ce moment-là un bilan. Donc, si les patients sont asymptomatiques et qu'il n'y a aucun signe en faveur du développement cardiaque de la maladie, c'est là où la scintigraphie nous aide bien parce que c'est tellement sensible qu'on peut dépister le moindre dépôt d'amylose. Ben, on ne va pas débuter de traitement, on va attendre et on va les suivre en permanence. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui est coûteux, qu'on ne sait pas s'ils développeront la maladie, notamment dans la mutation valine 122 isoleucine, la pénétrance n'est pas complète. C'est-à-dire que les enfants peuvent avoir la mutation sans développer la maladie. Donc, il est difficile de leur donner un traitement. Mais ce qu'il faut évidemment, ce n'est pas les perdre de vue et les suivre. Si les enfants sont symptomatiques ou ont déjà des signes d'amylose asymptomatiques, mais déjà avec des signes d'amylose et notamment une scintille positive, on va bien sûr initier le traitement immédiatement de façon à stopper la progression de la maladie et éviter qu'ils développent des formes aussi sévères que leurs parents. Très bien. Saïd, j'ai fait les 2 questions, je crois. Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions. Je n'arrive pas à tout lire. Je n'arrive pas à voir tous les noms de tous ceux qui posent des questions. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Pourquoi tu ne poses pas ma question à moi aussi ?» Je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas sa question. Donc, voilà. Il faut dire qu'on a beaucoup de questions. Malheureusement, on est pris par le temps. On est déjà à pratiquement à 2h30 de temps d'écoute. Donc, je pense qu'on peut arrêter. Hein. C'est vraiment passionnant, c'est magnifique, mais on est obligé de… Je vais te laisser conclure. Bon, j'aurai plus de questions, mais quand même, je vais transmettre un coucou d'un médecin du Niger qui nous écrit « Coucou, du côté du Niger, nous sommes connectés. Docteur Amadou Daouda, chirurgien cardiovasculaire. » Alors, bonsoir, monsieur Daouda. Voilà, ça, tu conclus. C'est magnifique comme toujours. Encore une fois, donc que dire après une session pareille? Juste dire un grand merci à nos orateurs qui étaient fabuleux, hein, fabuleux. Donc une belle session. Merci beaucoup Thibaut, hein, donc vraiment le roi de la cardiomyopathie restrictive. Comme a dit Hassan, on a l'impression que tout est simple, que tout est facile, bon, mais c'est juste avec toi, hein, sincèrement. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à Claire aussi qui a pu participer au débat. Merci beaucoup, Adil. Vraiment, personnellement, j'étais bluffé et je t'ai dit, par ta présentation qui était extrêmement pratique. Tu as répondu aux questions auxquelles on est confronté tous les jours en réanimation, en soins intensifs. Je te remercie beaucoup. Bravo. Hein. Et Dania, tu es magnifique. Tu es vraiment, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, super. Alors aujourd'hui, encore plus, tu étais ravissante. Alors, est-ce que c'est dû à l'Uperio? Est-ce que c'est dû au sport? Est-ce que Nejmuddin, il est pour quelque chose dans ce qui arrive? En tout cas, on va fouiller encore plus. On va chercher. T'en fais pas. Je te remercie beaucoup. Je voudrais juste rajouter un mot. Merci beaucoup à Younes qui a réussi à joindre 7000 km entre Paris, Riyad et Maroc. Ça encore, je le répète tout le temps, c'est impressionnant. On n'aurait jamais pu faire ça avant. Merci Younes à toi, à Zoom. Et puis surtout, je ne voudrais pas que les gens s'ennuient parce qu'ils m'ont vu mardi. Je pense, j'ai toujours peur qu'ils en aient marre de m'écouter. Non, t'inquiète. Saïd, si tu veux, je demanderai à Younes d'activer sa vidéo pour dire à coucou les gens qui s'entendent Younes et ils connaissent sa tête. Absolument. Younes. Ben, écoute, Younes, je vous remercie pour tout. Et puis, c'est toujours un plaisir de travailler avec l'AMCAR. Je suis un peu loin, je suis trop loin de votre domaine de compétences, mais j'essaie de vous suivre. Je suis attentivement à tout ce que vous dites. C'est pour un souci technique comme ça, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas d'arrêt. Vous avez des topos géniaux, c'est excellent, c'est bien dit, c'est très amusant, surtout quand Dr Daniel il commence à présenter ça. J'ai fait le test avec le nombre de mètres à parcourir. Moi, je peux parcourir jusqu'à 800 mètres dans 6 minutes, ça pour vous le dire. J'ai 32 ans. Ah, bah voilà.
Ça veut dire qu'il a bien suivi. Hein. Voilà, j'ai bien suivi. J'ai bien suivi. J'ai compris 1 ou bien 2%, mais le reste, j'ai rien compris. En tout cas, tu participes grandement à la réussite de ces webinaires et on te remercie beaucoup, Younes, hein, pour ça. Je voulais remercier tout particulièrement Hassan Mir qui a dirigé un petit peu cette session avec brio. Encore une fois, un grand merci, Hassan. Hein. Merci. Voilà, je remercie aussi les laboratoires Novartis qui nous ont accompagnés. Encore une fois, un grand merci pour tout le monde. À la prochaine. Donc, il nous reste encore trois webinaires de l'AMCAR avant les vacances. Ça sera des webinaires qui sont extrêmement intéressants. Le prochain, ça va être sur les valvulopathies avec notre ami Gilbert Habib, avec Fedouach Sabah, modéré par Saad Soulami. La semaine d'après, ça sera un webinaire original, cette fois-ci, mais vraiment original. Et je vous invite à y assister. On va vous envoyer, Thibaut et Dania aussi, et Adi, on va vous envoyer les liens, parce que ça va concerner l'intelligence artificielle. Et ça va s'intéresser aussi à tout ce qui est big data, etc. Et l'impact sur l'exercice médical. Hein. C'est des choses qui sont d'actualité. Et donc, on aimerait bien avoir notre position un petit peu dans ce système géant qui est en train de bouffer un petit peu, de nous bouffer. Et puis, voilà comment se comporter. Et puis, le dernier, ça va être sur les cardiopathies congénitales. On ne peut pas terminer l'année sans parler un petit peu des cardiopathies. Ça va être des cas cliniques avec notre ami, le professeur Damien Bonnet. Et d'ici là, bien sûr, il y aura les mardis de la SMC. Il y aura d'autres webinaires. Encore une fois, vive la cardiologie marocaine et vive les cardiologues et vive nos amis étrangers qui nous aident énormément. Encore une fois, merci et à bientôt. Au revoir. Merci.